15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 pour une nouvelle émission avec mon invité aujourd'hui. Un livre, c'est une graine, lui sème. Philosophe, dramaturge, romancier multi-récompensé en France et sur d'autres continents, il est l'un des auteurs francophones les plus lus et les plus représentés au monde, traduit en 40 langues, joué dans plus de 50 pays, chevalier de l'ordre des arts et des lettres, sacré grand prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre en France et membre du jury de l'Académie Goncourt, passionné des religions avant tout et de l'invisible. Éric Emmanuel Schmitt est l'auteur de la célèbre pièce Le Visiteur, mais aussi de nombreux chefs-d'œuvre comme La Nuit de Feu, La part de l'autre ou encore L'homme qui voyait à travers les visages ou encore même de sa dernière saga sur l'humanité, La traversée des temps, promise en 8 tomes. Mais aujourd'hui, l'actualité, ce sont deux festivals dont Éric Emmanuel Schmitt est directeur artistique pour l'un et parrain pour l'autre. L'occasion, bien évidemment, d'aller creuser cela et d'aller creuser la personnalité de notre invité en direct aujourd'hui sur notre Facebook Live radioj.fr et sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour apprendre à mieux vous connaître aujourd'hui, pour parler bien sûr de ces deux festivals qui sont votre actualité et qui vous tient à cœur. Mais je dois vous dire que je suis vraiment ravie de vous accueillir, non pas pour parler d'un livre, mais pour parler de vous, parce que cela va nous permettre de prendre un petit peu de hauteur et de recul. Donc on va tenter aujourd'hui. On va commencer d'abord par le début. Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes né le 28 mars 1960 à Sainte-Foy-les-Lyons, Foy-les-Lyons, comme ça que ça se prononce, dans la région Rhône-Alpes, avant de prendre la nationalité belge en 2008. Vous avez un frère. D'ajouter la nationalité oui, parce belge. que vous êtes binational. Voilà, tout à fait. Vous avez un frère, une sœur qui s'appelle Florence. Vos parents étaient professeurs de sport. Votre père est devenu par la suite masseur kiné dans des cliniques pédiatriques et fut notamment champion universitaire de France en boxe, si c'est bien ça. Et votre maman, Janine Schmitt-Rollier, fut championne de France de course à pied en 1945 sur 120 mètres. Vous avez écrit sur elle un très beau livre. Mais d'abord, cette question, est-ce que vous n'avez jamais pensé à suivre la trace de vos parents dans ce qu'ils faisaient? Mais vous savez comment sont les enfants. Quand j'étais adolescent, tous mes camarades voulaient avoir mes parents comme parents. Parce que mes parents multipliaient les activités sportives, le ski, la voile, l'escalade, le vélo, la randonnée, etc. Et moi, évidemment, je voulais avoir des parents qui me foutent la paix et qui me laissent dans ma chambre à lire, à écrire et à jouer du piano. Bon, je plaisante, mais en fait, c'était formidable d'avoir des parents, d'abord parce qu'ils étaient généreux, y compris avec le sport. Donc c'est vrai que je skie, je nage, etc. et que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mais ils étaient généreux de leur culture aussi, parce que, voilà, c'est vrai qu'officiellement, ils étaient des sportifs, mais c'était aussi des gens qui allaient au théâtre, qui allaient au concert, qui allaient à l'opéra, et qui m'ont très vite emmené dans tous ces endroits-là, et ça a changé ma vie. Qui vous ont nourri donc de la culture. Je crois savoir, en tous les cas, que votre grand-père aussi a eu une grande importance dans votre vie. Toujours, je pense toujours à lui. Mon grand-père paternel était artisan. Il était joaillier sertisseur. Et donc, des fortunes lui passaient entre les mains. Lui n'était pas riche, mais donc il refaisait des bijoux ou carrément les exécutait selon les dessins de certains créateurs. Donc, c'était un homme assis, comme moi aujourd'hui, un homme devant son atelier. Moi, je suis devant mon bureau, et patient. Je crois que je le suis aussi. Et je peux juste vous raconter une petite histoire le concernant qui va définir pourquoi je l'aime tant. C'était un homme dont et les paroles et les silences étaient importants. C'était un homme qui savait aussi bien dire des choses sérieuses que jouer avec les enfants ou les chats, parce qu'il adorait les chats. Et chaque soir, il déposait le tablier en cuir qui arrivait jusqu'à son cou et qui allait sous son établi. Et avec une grande précaution, il versait la poussière d'or
du travail de la journée dans une pipette en verre. Et moi, petit garçon, je me moquais de lui. Je lui disais, mais enfin, père, il n'y a rien dans ta pipette. Et il me disait, toujours avec un petit sourire, tu verras. Il est mort à 62 ou 63 ans, trop tôt bien sûr. Ma grand-mère, dont c'était le grand amour, était évidemment désespérée. Elle s'est retrouvée veuve avec la retraite d'une veuve d'artisan, c'est-à-dire la moitié de rien. Et fort heureusement, la poussière d'or de toute une vie avait permis à mon grand-père de fondre 7 lingots et ma grand-mère a pu vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours de la patience de mon grand-père, de la générosité de mon grand-père, de la poussière d'or. Alors vous savez, quand j'écris, je pense toujours à cette poussière d'or. C'est une très belle histoire, Éric Emmanuel Schmitt. Quand je vous entends parler, je ne sais pas pourquoi, quand vous parlez de votre grand-père, je pense à votre livre « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ». Est-ce qu'il a inspiré ce livre, votre papet ? Comme vous avez raison, bien sûr. Lorsque j'ai dû écrire ce personnage, eh bien, je me suis inspiré de mon grand-père qui avait la parole économe comme Monsieur Ibrahim. Mon grand-père qui, comme Monsieur Ibrahim, ne savait pas qu'il était intelligent. Vous avez peut-être des gens autour de vous comme ça ou dans votre famille, vous avez des gens qui sont des sages, mais sous prétexte qu'ils n'ont pas fait d'études et qu'ils ne sont pas des intellectuels, ils sont d'une modestie qui va au-delà de la modestie, c'est-à-dire carrément ils s'accablent en se pensant tout à fait médiocres. Or ils sont d'une profondeur absolue. Donc je me suis inspiré de mon grand-père et puis de ce sourire, parce qu'il souriait. Et dans Monsieur Ibrahim, le petit Moïse dit non mais moi j'ai pas les moyens de sourire. Sourire c'est un truc pour les gens heureux. Et Monsieur Ibrahim lui répond non, tu te trompes, c'est sourire qui rend heureux. Essaye, tu verras. Et c'est vrai que le sourire, c'est une attitude, c'est une sagesse, c'est se mettre en disposition d'accueil et en disposition de joie, et ça finit par produire ses effets. C'est très juste ce que vous nous dites, Éric Emmanuel Schmitt. Vous êtes devenu dramaturge, on l'entend, vous nous donnez de jolis mots, mais aussi philosophe, nouvelliste, romancier, réalisateur. Mais pourtant, je crois que vous n'avez pas toujours su que vous feriez cela, mais vous l'avez compris grâce à quelqu'un. Oui, moi je suis multipassionné, donc j'ai toujours été d'une curiosité infinie et donc j'arrivais pas à me fixer dans un destin. Et puis tout le monde avait compris que j'étais écrivain. Tout le monde, mes parents, mes institutrices, mes instituteurs, ensuite mes professeurs, parce que le soir je rentrais et puis j'écrivais des histoires. C'est assez récemment, d'ailleurs, à la table des Goncourt, en discutant avec Virginie Despentes, qui était pareil, qu'on s'est rendu compte tous les deux qu'en fait tout le monde n'était pas comme ça. Oui, tout le monde n'avait pas eu cette enfance de petite fille ou de petit garçon qui rentre et qui écrit tout à fait naturellement des histoires. Donc voilà, j'ai été diagnostiqué par mes proches voilà, ils avaient compris mon destin d'écrivain. Vous l'êtes, c'est sans doute d'ailleurs pour cela que vous l'êtes devenu par la suite aussi, parce qu'il y avait ce regard sur vous, porté sur vous, qui allait dicter votre avenir. Mais avant cela, vous avez été élève au lycée de Saint-Just à Lyon, avant d'entrer en Hippocagne, au lycée du Parc, toujours à Lyon. Vous étudiez ensuite à l'ENS de 1980 à 85 et vous devenez agrégé de philosophie en 83. Votre thèse de doctorat soutenue en 87 à l'université de la Sorbonne, Paris 4 et Paris 4 est intitulée Diderot et la métaphysique. Elle est publiée ensuite sous le titre Diderot ou la philosophie de la séduction. Et je crois que la philosophie vous a été d'un grand secours pendant votre adolescence. Indispensable parce que j'étais excessivement émotif. Les émotions me tombaient dessus, me traversaient, me faisaient tomber. Et je n'en pouvais plus. Je me suis dit, je vais mourir un jour de toutes ces émotions qui me tombent dessus. Et j'ai eu cette espèce de réflexe instinctif de me dire, il faut que je me construise une colonne vertébrale intellectuelle qui me permettra de tenir sur autre chose que les émotions. Et franchement, ça a marché. Ça a marché. Vous enseignez la philosophie pendant quelques années, tantôt au lycée militaire de Saint-Cyr durant votre service militaire, puis à l'université de Besançon, mais aussi dans un lycée de Cherbourg, avant de devenir maître de conférence à l'université de Chambéry. Et je dois vous dire que je ne vous vois pas du tout professeur de philosophie, Éric Emmanuel Schmitt. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Oui, dites-moi. Parce que comme le dit Bernard Werber, cet enseignement consiste à relayer les propos d'auteurs et philosophes morts, alors que vous avez tant de choses à dire et à remettre
remettre en cause de votre vivant? Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Bernard Werber, que par ailleurs j'aime beaucoup. Je vais vous dire comment je concevais mon travail de professeur de philosophie. Et vu la réaction de mes élèves que je continue à avoir maintenant 10 ans, 20 ans, 30 ans après, je pense que ça se passait plutôt bien. Non, pour moi, la philosophie, c'est être un professeur de liberté. Voilà. Vous vous rendez compte, professeur de liberté, c'est bizarre, hein, ça fait un peu poisson soluble. Professeur de liberté. C'est la C'est-à-dire liberté. que, se défaire des influences, se défaire des idéologies, penser par soi-même. Je disais toujours à mes étudiants, ne dites pas ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, mais réfléchissez. Ne dites pas ce que je dis, ne pensez pas ce que je pense, mais faites ce que je fais, c'est-à-dire réfléchissez par vous-même. Et moi, mon travail, c'était de leur donner la boîte à outils. La boîte à outils philosophique qui permet de raisonner, de penser, d'analyser les concepts et de se défaire comme ça de tout impensé, de tout préjugé, de toute influence pour arriver à véritablement penser par soi-même. Je trouvais que c'était un métier merveilleux. Je l'ai quitté très vite parce que j'ai été rattrapé par le succès. Mais j'aimais passionnément enseigner la philosophie. Enseigner la philosophie, vous dites aussi quoi qu'on fasse dans la vie, et donc cet enseignement que vous venez de nous délivrer aujourd'hui, quoi qu'on fasse dans la vie, on répare quelque chose. C'est une très jolie phrase et j'ai envie de vous demander, vous, Éric Emmanuel Schmitt, qu'est-ce que vous avez cherché et qu'est-ce que vous cherchez sans doute encore à réparer? Je ne pourrais pas répondre totalement à cette question parce que ça serait beaucoup livré. Mais je répare sans doute une première chose, ou plutôt j'essaye d'acquérir la légèreté qui permet de vivre. Parce que moi, quand j'étais petit, on m'identifiait toujours comme l'autre. À cause d'un physique un peu mêlé, comme ça, qui faisait croire que je pouvais être d'origine asiatique, que je pouvais être d'origine parfois africaine, que ceci... Enfin, bref, de mon teint très mat, etc., etc. Alors qu'en fait, maintenant que j'ai fait des analyses ADN, mon histoire correspond parfaitement à celle que la famille m'avait racontée, c'est-à-dire je suis en gros germano-italien, voilà, mais... Il y avait ça, et j'étais toujours le métèque. Et en fait, ça m'a donné une grande force. Parce que j'en riais déjà. Et je me disais, mais c'est drôle, comme les autres veulent emprisonner les gens dans des étiquettes, dans des catégories, etc. Je n'en souffrais absolument pas, parce que j'ai toujours une force de vie extrême, et puis une confiance qui vient de l'amour de mes parents. Donc ça, c'est quand même une façon d'avancer dans la vie. Mais je voulais peut-être réparer ce sentiment d'étrangeté, ou plutôt arriver à vivre en sachant que on est quand même dans un malentendu avec la plupart des gens. Mais qu'on ne va pas se mettre à les détester ou à les fuir à cause de tous ces malentendus. Il faut bien vivre avec. C'est très intéressant ce que vous nous dites, et c'était d'ailleurs ma transition. Vous cherchez l'humanité derrière les étiquettes et les apparences dans tous vos livres. J'allais vous demander si vous aviez souffert de votre image, mais la réponse vient d'être dite. Je remarque aussi dans un livre à vous, dans même plusieurs de vos livres, vous parlez beaucoup d'Hitler. Et alors vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. Vous en parlez dans votre première pièce, Le Visiteur, sorti en 1994. Vous en parlez aussi dans La part de l'autre. J'ai envie de comprendre ce que vous êtes allé chercher dans ce personnage, enfin cette personne, où vous avez rendu finalement... Malheureusement, c'est une personne et pas un personnage. C'est ça. Oui. Vous faites un artiste finalement glorifié, mais attention, magnifié. Mais vous cherchez, je crois, le meilleur dans le pire. Alors, le rapport à Hitler, c'est très simple. Ma grand-mère parlait allemand. Ma grand-mère Steinmetz parlait allemand parce qu'elle était alsacienne, tout simplement. Mon grand-père Schmitt parlait allemand parce qu'il était alsacien aussi. Et pour moi, l'allemand, c'était la langue de l'amour. Et puis un jour, j'étais assez jeune, je crois que j'avais 11 ans, mes parents m'envoient voir Nuits et brouillards, le film de René qui raconte la découverte des camps et de la Shoah et de l'horreur nazie. J'étais pétrifié. Et tout d'un coup, je voyais sur cet écran cet homme avec sa moustache qui parlait allemand, mais ce n'était plus la langue de l'amour, c'était la langue de la haine. Et là, j'ai dit, mais quoi? Et donc, adulte, j'ai voulu comprendre comment, dans l'humain, on pouvait fabriquer aussi bien Mozart
que Adolf Hitler, aussi bien Louis Pasteur, Marie Curie, que Goebbels ou Göring. C'est-à-dire, comment ça arrive, la monstruosité dans un être humain? Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai écrit La part de l'autre, qui est un double roman, c'est-à-dire d'un côté le roman vrai de Adolf Hitler qui rate l'Académie des Beaux-Arts à Vienne et qui devient un clochard, puis un soldat, puis le dictateur et le monstre que l'on sait, et puis l'histoire du même, mais qui lui réussit l'Académie des Beaux-Arts. Donc c'est l'autre partie du roman, c'est une uchronie, et qui va se développer non pas sur la haine, le ressentiment et la vengeance, mais sur le développement progressif de soi. Ce qui permet aussi d'imaginer deux XXe siècles, le XXe siècle, enfin de décrire deux XXe siècles, le XXe siècle réel avec Adolf Hitler, et puis le XXe siècle virtuel avec un Adolf Hitler qui est juste un peintre assez médiocre, mais qui ne fait de mal à personne. Et voilà, comprendre, ce n'est pas justifier. On va encore comprendre en essayant de justifier, si on peut le faire, Éric Emmanuel Schmitt. Une autre chose, on revient un petit peu à vous. Je suis passionnée par votre histoire parce qu'au départ, vous nous avez confié il y a quelques secondes que vous aimez le fait d'être libre, de remettre les choses en cause. Et alors, c'est intéressant de voir que vous êtes né au départ dans une famille athée, oui, et que vous n'avez pas hésité à remettre en cause finalement ses racines quelque part lors d'un voyage dans le désert que vous avez raconté dans votre livre La Nuit de Feu. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez vu précisément, parce que dans cette émission, j'aime beaucoup parler des choses qui nous dépassent. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai envie de vous demander si vous avez vu Dieu finalement, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je ne vous demanderai pas s'il était juif, parce que vous êtes devenu chrétien, mais j'ai envie de comprendre. Non, ce Dieu-là, c'est le Dieu des trois monothéismes. Voilà, j'étais dans le désert, je m'étais perdu, j'étais en grand danger puisque je n'avais plus rien à boire, rien à manger. C'était vraiment au cœur même du Hogar. Dans cette perte qui a duré 32 heures, il avait fallu affronter une nuit froide parce que c'était en février. La nuit est glaciale alors que le jour est étouffant. Et j'ai pensé que j'allais passer la pire nuit de ma vie, ça a été la plus belle, puisque j'ai vécu une expérience mystique que j'ai appelée La Nuit de Feu dans le livre que vous évoquez, reprenant l'expression de Blaise Pascal lui-même, qui était aussi passé de l'incroyance à la croyance en une nuit de feu. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela révèle en vous? Parce que c'est une extase. C'est au sens propre, c'est-à-dire que une sorte de dédoublement. Une partie de moi est restée dans le sable, avec le froid, la douleur. Et une autre partie a été attirée par une force, par une lumière dans laquelle je me suis fondu. Je ne sais plus ce qui s'est passé après, mais quand je suis revenu à moi, j'étais totalement métamorphosé. Il y avait eu une alchimie absolument incroyable. Et un message qui s'était dit de façon ineffable, qu'après j'ai essayé de mettre en mots dans cette expérience mystique, parce que l'expérience mystique, les mots ont été inventés pour décrire le visible, pas l'invisible. Hein. Donc on souffre, on est condamné à être poète. On est poète par dizaines de mots quand on évoque une expérience mystique. On est forcément obligé de faire des métaphores. Et quand je suis revenu à moi-même, eh bien, j'étais totalement modifié. J'avais une confiance absolue dans ce que j'avais à vivre et à mourir. Et puis, j'avais ce sentiment que tout est justifié, que tout a un sens. Si je ne le vois pas, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas, c'est parce que je n'ai pas les moyens de le voir. C'est-à-dire que j'ai cessé d'accuser le monde de ses limites, mais je me accuse, moi, plutôt des limites de mon esprit. Voilà. Et du coup, tout a changé. C'est-à-dire que avant, le monde était absurde. Désormais, il est mystérieux. C'est-à-dire qu'il y a une promesse de sens qui scintille parfois dans l'expérience même quotidienne. Je sais pas, quand on voit apparaître un enfant ou certains sourires, pour moi, sont des rappels de cette nuit. Et la beauté, bien sûr. Donc, voilà, tout a changé. Je ne sais rien de plus. Car croire n'est pas savoir. Je ne sais rien de plus, mais j'habite l'ignorance d'une façon différente. J'habite l'ignorance non plus avec angoisse, mais avec confiance. Je fais crédit. Vous êtes un merveilleux conteur, Éric Emmanuel Schmitt. Comment vous travaillez depuis que cela vous est arrivé? Est-ce que vous rêvez vos écrits? Comment ça se passe? Oui, je ne sais pas si je les rêve, si je les marche, si je les mâche, mais en tout cas, oui, j'ai envie de faire une comparaison avec la femme enceinte. Je suis enceint.
Je suis enceinte d'un récit, d'une histoire, d'une pièce. Et puis, tout ce que je vis nourrit le fœtus. Parce que ma capacité d'observation devient une capacité d'absorption. Et puis, un jour, je sens que c'est mûr et qu'il faut accoucher. Et là, je rédige. Rédiger, c'est accoucher. Est-ce qu'on se met la pression quand un livre est terminé ? On se met la pression tout le temps. Oui. Avant, pendant, après. Enfin, après, on a un baby blues. Hein. C'est ça. Ouais, plutôt. Mais non, pendant, c'est bien. Pendant, c'est bien. Attendre, c'est jamais très agréable. Hein, c'est toujours un peu vide. Mais pendant, quand on est enceinte d'un livre, c'est vraiment bien, quoi. Et puis surtout avec le temps, la confiance. Au début, j'étais enceinte, mais je me disais, est-ce que je vais y arriver, etc. Enfin, quel accident va se produire, etc. Maintenant, je me dis, bon, non, j'en ai déjà fait tellement. Tout va bien se passer. On va continuer à parler, bien évidemment, avec vous dans cette émission. Éric Emmanuel Schmitt, de vous, dans le courant, bien évidemment, de cette émission. On va découvrir également vos goûts culturels et on va parler de l'actualité pendant un long moment. Mais tout de suite, on va faire une petite pause sur l'antenne de Radio J avant de revenir jusqu'à vous.